je vais parler des actualités de la formation initiale, mais aussi master spécialisé. Ce que j'avais envie de présenter quelque chose qui tourne autour de 4 aspects. Alors 4 aspects qui ne sont pas de même importance, mais je voulais revenir avec vous sur ce que c'est que le profil de l'ingénieur Télécom Paris. En fait, c'est une question qu'on se pose. Alors on se la pose dans le contexte IP Paris, par exemple. On se la pose évidemment dans le contexte de toutes les grandes écoles d'ingénieurs françaises. Mais qu'est-ce qui fait nos points communs, qu'est-ce qui fait aussi nos spécificités? J'avais envie de regarder ça avec vous et d'avoir un peu vos retours là-dessus. La deuxième chose, c'est que comme chaque année, je fais un petit point sur l'attractivité de l'école. On verra que les signes sont suspense, je ne le dis pas tout de suite, je vous le dirai après. Les signes sont quelque chose. Et puis, il y a un troisième point qui est quand même, on est dans une situation tout à fait particulière depuis la fin de l'année dernière. Et c'est une situation qui peut légitimement poser une question que là, je pose volontairement de manière très provocante. Est-ce que le diplôme va résister à la Covid? Mais il y a un certain nombre de questions qui se posent lorsqu'on se met à faire des choses à distance. Et c'est évidemment une question à laquelle je vais tout de suite répondre oui, mais je vais vous dire aussi dans ce point-là pourquoi j'y réponds oui et quelles sont les questions auxquelles il a fallu répondre pour arriver à cette affirmative. Et puis enfin, si j'ai le temps, là c'est Sylvain, il m'arrêtera parce qu'il sait que je suis un peu bavard, je parlerai de l'évolution de l'environnement, notamment un petit peu quelques nouvelles d'IP Paris, comment le projet avance. Et ça finira la présentation. Donc, le profil de l'ingénieur Télécom Paris, pour comprendre ça, il faut comprendre comment on les recrute. Alors, on en a déjà parlé, hein, il y a une assiette de recrutement qui est assez diverse. Je vais essayer de préciser ça. Je vais vous parler de sa formation. Donc, qu'est-ce qu'on fait, comment ça évolue, vers où ça va, et puis de ses spécificités. Parce que ce qu'on veut, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que c'est un ingénieur et qu'est-ce qui fait que c'est un ingénieur Télécom Paris, un ingénieur du numérique. Alors, je commence par l'assiette de recrutement. Alors, ça, c'est le recrutement pour le cycle ingénieur. Hein. On a d'autres étudiants dans la formation, j'en parlerai après, mais dans nos ingénieurs, on a une courte majorité de CCNP, donc un peu au-dessus de 50%, des gens qui viennent par le concours, donc le concours commun MIPON, qui ont fait une prépa. Et puis, on a ce qu'on appelle admis sur titre, admis sur diplôme et des doubles diplômes. Alors, si je pars dans le sens des aiguilles d'une montre, vous avez donc tout le concours qui est ici, donc environ 140 étudiants, hein, là 140, 145 cette année en fait. Ensuite, on a nos DUT. Alors, nos DUT, Marie-Hélène en a parlé, hein, c'est des gens qu'on recrute alors, dans de très bons DUT qui sont souvent majors de promo plusieurs années de suite, et qui donc vont venir chez nous faire le cursus en apprentissage, dans ce cursus particulier en 1+2 dont a parlé Marie-Hélène. Ensuite, le secteur suivant, là, c'est tout ce qui est les AST universitaires. Alors, historiquement, on recrutait sur L3 et M1. Il se trouve que le flux s'est tari et que, en M1 et que c'est essentiellement des licences. C'est à peu près 26 étudiants cette année, avec donc des admis sur titre licence qui arrivent en première année. Et puis là, il y a un gros secteur d'étudiants qui arrivent en double diplôme, donc qui arrivent en deuxième année, et qui sont en deuxième, alors parfois même en troisième, hein, si c'est les polytechniciens, qui sont essentiellement des internationaux. Donc là, cette année, on en a 75. Donc c'est une grosse partie de la promotion. Hein. Je crois que c'est Sylvain qui en avait parlé. On va tourner autour de 40% de la promotion. Et c'est un des marqueurs, j'en parlerai plus tard aussi des marqueurs de Télécom Paris, mais c'est un des gros marqueurs de Télécom Paris, c'est d'avoir de la diversité culturelle. Comment il s'est passé ce recrutement cette année? Alors, cette année, ça a été tout à fait particulier. Vous vous rappelez, les concours ont été très fortement chamboulés par la situation sanitaire. Le concours commun MIPON, par exemple, il n'y a pas eu d'oraux. Donc, on n'a fait que des écrits. Et puis, on se posait plein de questions. On se posait des questions pour savoir si les gens allaient venir, est-ce qu'ils voudraient faire 5,5. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a observé le contraire, c'est-à-dire un fort taux de conversion des admis vers les inscrits. Là où, par exemple, sur les licences,
Traditionnellement, on en admet un peu plus d'une trentaine et il en vient une dizaine. Cette année, il en est venu plus de 20. Pareil sur les DUT, l'année dernière, alors qu'on en avait sélectionné 17, il en était venu 12. Cette année, on en a mis 19 et il en est venu 17. Donc voilà, on a un fort taux de conversion. Pareil sur le CCMP, très peu de démissions pour les 5,5, ce qui fait qu'au final, comme on surbook toujours un petit peu, on a une première année qui est exceptionnelle, avec un nombre d'étudiants très grand. Alors ça tombe bien, parce que c'est dans notre stratégie. Notre stratégie, c'est à terme de former plus d'ingénieurs du numérique. Mais là où on a une année d'habitude à 170 étudiants en première année, cette année, on est plutôt autour de 190. Donc une première année tout à fait exceptionnelle. Et puis là où aussi on attendait des baisses, les internationaux sont venus. Alors là, il nous en reste 4 à distance, mais la plupart ont réussi à venir, y compris il y en a un qui est arrivé 2 jours avant la mise en confinement. Bon, voilà. Si on regarde sur un historique sur plusieurs années, on va se rendre compte qu'on monte progressivement les flux. Ça fait partie de notre stratégie globale. Dans les actualités à venir, dont il faudra qu'on reparle ensemble plus tard, c'est l'arrivée, suite à la réforme du bac de Jean-Michel Blanquer, de nouvelles filières de maths, physique, informatique en prépa. Donc on va avoir des filières renforcées en informatique. Il y avait pour l'instant les filières MP, option info, qui étaient d'ailleurs d'excellentes filières, mais IP Paris et l'école se sont positionnés pour ouvrir des places sur des filières d'excellence en maths, physique, informatique, sur ces nouvelles filières de prépa. Et puis, on va arrêter notre cursus Eurecom. Vous savez qu'on avait un double cursus avec des gens qui allaient faire un cursus entièrement bilingue à Eurecom. Eurecom prend son indépendance en tant qu'école d'ingénieur et par conséquent, on va arrêter ce contingent en 2022. Alors, comment on fabrique l'ingénieur généraliste du numérique? Vous savez que c'est notre positionnement, hein, un généraliste d'une spécialité, c'est notre concept. Donc, un ingénieur généraliste du numérique. Le numérique, il est absolument partout. Vous savez qu'il augmente tout et qu'il est présent, au moins pour récupérer les données, dans énormément d'objets et de systèmes. Et donc, si on prend par exemple l'exemple de la ville intelligente, hein, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour un ingénieur du numérique? Il faut savoir faire énormément de choses. On peut intervenir à beaucoup de niveaux. Si on veut une école, par exemple, une ville économe et durable, il faut savoir repérer les fuites d'eau, donc mettre des capteurs. Il faut savoir organiser ces flux. Il faut savoir faire une irrigation optimisée, donc il faut faire de l'optimisation. Pareil pour la gestion de la circulation, faire de la théorie des graphes. Voilà, enfin, toutes ces choses-là pour dire que les technologies composantes que doit maîtriser un ingénieur du numérique, tel qu'on l'imagine à Télécom Paris, c'est un ingénieur qui va pouvoir intervenir aussi bien sur des couches basses, des capteurs, de l'Internet des objets à un niveau très hardware. C'est quelqu'un qui doit avoir une connaissance des réseaux, alors des réseaux qui viennent de plus en plus grands, hein, avec des IoT qui seront peut-être une centaine de milliards en 2030, donc des choses de grandes infrastructures numériques. C'est quelqu'un qui doit savoir, évidemment, avoir des bases informatiques très solides, aussi bien sur du système que sur du développement, etc. Évidemment, tout ce qui est IA, production de données, savoir les nettoyer, savoir les analyser, mais pas que. Donc tout ça, c'est des composantes, je dirais presque sciences dures, hein, mais on a aussi des composantes de sciences inhumaines, certains disent. Mais si on regarde d'autres aspects, il faut évidemment savoir traiter des questions de législation, de droit, d'éthique. Par exemple, on peut penser à le respect de la vie privée, on peut penser à la sécurité informatique en termes de loi, on peut penser aux usages. Qu'est-ce qu'on veut faire de tout ça? Qu'est-ce qui est le plus ergonomique? Voilà, et évidemment de rationalité économique et de marché. Donc, c'est l'ensemble des composantes à Télécom Paris qu'on cherche à mettre dans la formation de nos étudiants. Et cette formation, c'est comme dans beaucoup de formations, c'est un arbre, c'est quelque chose où on part avec une base et où on monte progressivement dans la spécialisation. Mais Sylvain a parlé de sa formation quand lui était à Télécom Paris. Donc, c'était plutôt un baobab, comme à gauche, hein, quelque chose où on avait beaucoup de troncs communs et puis de la spécialisation un peu à la fin. On a fait une réforme, on est passé à quelque chose qui était plus près de l'érable japonais, avec un tronc petit et beaucoup de spécialités très rapidement. Et là, on est revenu à quelque chose qui est, à mon avis, un bon équilibre, une structure avec un tronc commun en première année et puis des spécialités progressives en deuxième et en troisième année.
Alors, si je regarde un peu ça, je ne vais pas faire tous les chiffres, mais le message sur comment on fabrique cet ingénieur généraliste, on le fabrique en mettant beaucoup d'équilibre. Donc, vous voyez l'ensemble des secteurs de cette première année qui est décrite en heures par discipline. Ben, il y a à peu près 160 heures de maths, mais il y a 150 heures d'économie, de management et de sociologie. Il y a 132 heures de physique, mais il y a 150 heures de projet. Voilà. Donc, le message, c'est l'équilibre de la formation en termes de discipline, d'application et évidemment d'ouverture, puisqu'on voit les langues qui occupent une très large place, là en bleu, avec 180 heures. Donc, par exemple, en première année, donc, il va y avoir 2 grands projets pour développer la créativité et l'autonomie. Il va y avoir beaucoup d'ouverture avec les langues et la formation humaine. Et puis, il va y avoir un stage de 1 à 2 mois qui permet de parfaire cette formation humaine dans un cadre professionnalisant. Alors, je ne vais pas tout détailler, mais c'est pour vous dire, ça, c'est nos spécialités de deuxième année. On a 14 filières et on a un certain nombre de domaines. On a, plutôt que de les détailler, je vais regarder les grands domaines. En jaune, vous avez les nouveautés, mais je vais juste regarder les grands domaines avec vous. Donc, on a un grand domaine sur les réseaux, les communications, la cybersécurité. On a un grand domaine sur les systèmes informatiques, les systèmes interactifs et les systèmes embarqués. On a des grands domaines sur tout ce qui est sciences des données, bien sûr, l'intelligence artificielle, et puis tout ce qui est mathématiques et informatique théorique, qui sont des choses qui sont assez proches. Donc, on va par exemple trouver là-dedans tout ce qui est cryptographie, tout ce qui est calcul post-quantique, toutes ces choses-là. Et puis, on va avoir un domaine marché, organisation, données, stratégie, donc des choses qui vont être prises en charge par le département de sciences économiques et sociales, avec de la transition numérique responsable, par exemple. Donc, si je résume cette formation, c'est une formation qui à la fois donne des solides bases techniques, mais qui permet à tous les étudiants de se réaliser. Alors, ils se réalisent comment? Ils se réalisent en prenant 2 filières parmi les 14 ou 13 qui existent. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une double compétence qui va après affirmer en 3e année, soit dans une option à l'intérieur de l'école, soit dans une option dans laquelle on participe, par exemple, un Master 2 de IP Paris, soit encore des cursus alternatifs comme les formations à l'étranger. Donc, pour finir, qui est notre ingénieur Télécom Paris? C'est un ingénieur à la française, dans le sens, il a la science avec la conscience, donc il a du recul sur son domaine, il a un large spectre de compétences. Si j'osais, je dirais que l'ingénieur à la française, c'est une sorte de couteau suisse, il est capable de s'adapter, et il a acquis des compétences transversales, des soft skills. Alors ça, on est très preneur de vos retours là-dessus. Est-ce que c'est bien ce que vous constatez? Et puis, c'est quelqu'un qui a eu évidemment beaucoup de contacts avec les entreprises. Je crois que c'est le marqueur des grandes écoles à la française, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et aussi via des forums, des chairs, des intervenants qui viennent dans la formation, des intervenants d'entreprise, et puis évidemment un réseau d'alumni qui est fort. Voilà, tout le reste a été dit, donc j'avance un petit peu plus vite. Si je dois résumer, c'est un profil qui est pluridisciplinaire, qui est technique chez nous, qui est solide techniquement et qui est professionnalisé. Alors, par comparaison, les M2, les masters, sont plutôt tournés recherche et forment plutôt des experts monodisciplinaires. Les ingénieurs dont parlait Nicolas en introduction, souvent, ils sont moins formés selon les lieux internationaux, enfin, les zones géographiques. Souvent, c'est 3 ans. Et des masters, par exemple, des Masters of Science qui sont plus disciplinaires, qui sont professionnalisants, qui sont sur des durées plus courtes. Voilà, il y a plusieurs branches, mais voilà pour dire comment se situe notre ingénieur à la française et qu'est-ce qu'on lui reconnaît comme grande qualité. C'est un généraliste qui est capable de s'adapter et qui va apprendre tout au long de son parcours professionnel. Le nôtre, comment il est? Donc, c'est un généraliste du numérique. Donc, il est compétent sur toute la verticale du numérique, c'est ce dont j'ai parlé d'abord. C'est un spécialiste de la transformation numérique, c'est-à-dire qu'il en comprend aussi les enjeux sociaux et environnementaux. Les marqueurs de la formation, c'est un travail des soft skills dans des conditions réalistes par le projet. Donc, dans le projet de première année, ils doivent créer un sujet, ils doivent apprendre à travailler en équipe et ils doivent prendre des risques. Alors, pour moi, c'est une chose très importante, cette prise de risque, parce que souvent, quand ils sont arrivés par la formation, par exemple, par
prépa, c'est quelque part un chemin de moindre risque. On sait bien, c'est un chemin pour avoir quelque part un chemin un peu tracé. Donc c'est important pour nous de prendre des risques dans le cadre de ce projet, d'oser réaliser soi-même et le faire sans forcément avoir toutes les connaissances au départ, c'est-à-dire d'apprendre au fil de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous. En cycle master, on travaille des doubles compétences, des hybridations, donc voilà, et le côté multiculturel. Donc c'est des gens qui vont être capables de travailler dans des environnements multiculturels et ils vont choisir un profil en 3A, soit en s'ouvrant davantage, par exemple en allant à l'étranger, ou quelque chose de plus opérationnel quand ils restent à l'école avec un gros projet, qui est un projet souvent fait avec les entreprises, ou plus expert en allant faire un M2 IP Paris. Voilà, nous donc on recrute des profils variés, on les ouvre au maximum, on les met au contact des entreprises au maximum. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous d'avoir des gens très différents et on le constate dans nos enseignements, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes qui sont bons dans chacun des enseignements, ce qui fait qu'il y a une complémentarité de ces profils, notamment quand je parlais de la prise de risque, par exemple, des gens qui viennent de DUT, qui ont fait souvent déjà 8 ou 10 mois de stage, ils ont la débrouillardise, la capacité à mettre en route les réalisations très rapidement et donc ça apporte aux concours communs qui, eux, vont être peut-être plus théoriques et vont être capables d'avaler plus de théorie, plus de modèles d'un autre côté. On reste un environnement de proximité. Vous savez que nous, on diplôme 260 étudiants par an. Je dis ça parce que je sais que, comme vous venez aussi avec la casquette recruteur et que parfois on entend peut-être des frustrations de ce côté-là, ben il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Donc, et évidemment, c'est un environnement avec des enseignants qui sont à la pointe de leur domaine. C'est des enseignants-chercheurs chez nous. On utilise des vacataires pour certaines langues, pour de la formation humaine, mais on a beaucoup d'enseignants-chercheurs et c'est avec eux que ça se décide si vous avez des intervenants justement entreprises qui voudraient rentrer dans la formation, c'est en discussion avec eux. Voilà, on a une pédagogie innovante, donc on fait de l'apprentissage par problème, par projet, on digitalise beaucoup, notamment maintenant, on est passé à l'hybride depuis la rentrée, j'en parlerai un peu plus tard, mais voilà, et on a aussi produit beaucoup de MOOC. Donc voilà les marqueurs de notre formation, des gens chez qui on a travaillé les soft skills par le projet, des doubles compétences, un univers multiculturel, un environnement multiculturel, et des enseignants à la pointe du domaine. Où est-ce qu'on va ? Vers où est-ce qu'on va dans les prochaines années ? Alors, j'ai pas tout mis, parce que les projets qui sont pas encore vraiment dans les tuyaux, je préfère en parler plus tard. Mais on a mis déjà en place une progression sur l'importance des responsabilités sociétales dans la formation, notamment sur les points de vue de transition écologique. Donc, on va aller progressivement vers l'inclusion de plus d'heures dans la formation sur ces aspects-là. Les enjeux du numérique et les enjeux sociaux et le module égalité des chances dont a parlé déjà Johanna dans sa présentation. La tendance après, du point de vue du choix des étudiants, on se rend compte qu'il y a pas mal d'étudiants qui choisissent de plus en plus de faire un M2 en troisième année, c'est-à-dire qu'ils cherchent d'être encore plus pointus techniquement dans certaines technologies comme le machine learning, les maths ou autres, ou l'intelligence artificielle ou la cybersécurité. Je pense que ça correspond au fait que finalement la dose de technologie et de sciences très avancées qu'il y a maintenant dans les projets industriels a également grandi. On trouve aussi de plus en plus de doctorants qui travaillent dans les entreprises. Donc, je pense que globalement, le niveau technique est monté. C'est peut-être le miroir de cela. Et puis, donc, dans les tendances, nous, on adapte notre cursus en continu. Comme vous l'avez vu, on a un cursus très souple avec 14 filières, donc elles se mettent à jour. Donc, cette année, par exemple, il y a eu une nouvelle filière transition numérique responsable dans la spécialité MODS. On a une nouvelle filière grande infrastructure du numérique. Et puis, on a introduit un cours transverse entrepreneuriat. Nicolas avait rappelé l'importance de cela. Et un projet transverse d'options qui s'appelle d'entrepreneuriat également. Donc, voilà comment évolue
la formation d'ingénieur. Mais il n'y a pas que des élèves ingénieurs. À Télécom Paris, il y a donc tout un tas, en plus des doubles diplômes, des étudiants en échange qui viennent des universités partenaires. On a une quarantaine, au moins, je dirais, de partenaires internationaux, des écoles de notre réseau, que ce soit l'UT Paris ou l'Institut Mines Télécom. Donc, on a aussi des 3A qui sont maintenant mutualisés, par exemple avec Télécom Sud Paris et l'ENSTAR. On a évidemment les masters IP Paris qui nous ont beaucoup occupés et qui donc du coup sont une forme de creuset de mutualisation, et les masters spécialisés. Donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est que ça produit divers profils, diverses cultures. Donc ça fait un brassage à l'intérieur de l'école qui, à mon avis, est enrichissant pour beaucoup d'étudiants. Par exemple, si on prend les masters spécialisés, les étudiants de master spécialisés, c'est des gens qui peuvent être soit en reprise d'études, soit en continuité, en poursuite d'études. Et donc, c'est des gens qui ont une vision de leur carrière qui est souvent très mûrie. Et ça fait beaucoup de bien aux élèves du cursus ingénieur qui ont suivi, par exemple, le concours, d'être au contact de gens qui ont cette maturité-là. Donc voilà, l'offre Télécom Paris en master spécialisé, c'est 13 masters dans beaucoup de domaines du numérique, avec du temps plein et de l'alternance, avec diverses durées. Mais ça aborde tous les domaines stratégiques, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, des réseaux, de la smart mobility. Voilà. Donc, je pense que c'est un public très intéressant, qu'on ait des mélanges. Évidemment, certains de ces masters spécialisés s'appuient sur des unités d'enseignement qui sont partagées avec le cycle ingénieur. Donc, donc c'est ça que ça signifie. L'offre est construite autour de l'offre de l'école et de ses atouts. Et évidemment, ce sont des formations très professionnalisantes qui donnent un label, je dirais, très valorisable. Ça, c'est le bilan de la rentrée. Alors, je vais pas le passer, c'était juste pour vous donner un peu l'idée du panorama de ces formations en master spécialisé. Simplement, finalement, on a une petite érosion liée à la crise sanitaire, mais c'est resté contenu. C'est ce que je vais dire. Ça a été difficile parce que il y a eu pas mal de difficultés, notamment à cause du déménagement. Il faut penser qu'on a déménagé cette année en novembre 2019. Et puis, donc, on a eu des inscriptions plus tardives. Donc voilà, mais globalement, je dirais que ça se maintient. Donc, vu la crise sanitaire, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. L'attractivité de l'école, alors là, je vais donc faire mon petit point habituel sur comment est-ce qu'on voit que l'école continue d'être attractive ou non. Donc, elle continue d'avoir un taux d'employabilité extrêmement fort. On a 95% de nos étudiants qui ont trouvé 3 mois après. On a un taux de conversion au recrutement dont j'ai déjà parlé qui est très fort cette année, plutôt en hausse. Donc ça, c'est un indicateur. Et puis après, moi, je regarde beaucoup les indicateurs aussi liés au concours, donc le côté plutôt aval. Et donc là, les vœux et les rangs, là, c'est les vœux, on voit qu'on reste stable. Donc ça, c'est bien quand on voit que certains d'autres, comme les ponts que vous avez en bas, montent. Nous, on a maintenu une stabilité. Ce sont des données un tout petit peu instables à cause de la différence dans le fait qu'il n'y ait pas eu d'oral cette année au concours. Et par contre, ce qu'on peut regarder, c'est les duels. Alors bon, c'est un petit jeu entre nous, mais on regarde quand les étudiants ont classé 2 écoles, laquelle ils ont mis en premier, et puis on fait un pourcentage. Et donc là, plus le pourcentage est haut, plus ça veut dire qu'ils ont choisi Télécom Paris versus une autre école. Et bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on monte sur tous les aspects entre 2016 et 2020. Donc, je dirais que l'école est bien orientée de ce côté-là. Quelque chose d'intéressant, c'est que traditionnellement, vous voyez en bas, la ligne pointillée, c'est Centrale Supélec. Donc, évidemment, on est choisi beaucoup moins. Quand un élève à Centrale, il va le plus souvent à Centrale, à 92% cette année. Mais ça monte très légèrement. Donc voilà, c'est pas là qu'on va avoir l'espoir de dépasser, mais quand même, c'est intéressant de voir que c'est un mécanisme général. Télécom Paris a plutôt le vent en poupe en termes d'attractivité.
Voilà, et puis je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait pour résister à la Covid. Donc, comment on a géré cette partie très très particulière qu'on a eue avec le confinement numéro 1 et maintenant le confinement numéro 2. La bonne nouvelle, c'est que dans le confinement numéro 1, en 2 jours, nos enseignants ont réagi et ont mis en place les enseignements distanciels. Donc, on a maintenu 95% de nos enseignements. Je dirais qu'on a peut-être la chance par rapport à certaines autres institutions d'avoir beaucoup de scientifiques qui sont très technophiles. Et c'est vrai que dans certains cas, notamment pour les vacataires de langue, c'était un petit peu plus compliqué. Donc voilà, mais en gros, on a maintenu tous nos enseignements. On a eu quelques soucis sur certains projets, mais on est arrivé à faire des versions sans doute un peu dégradées, mais qui ont permis à nos étudiants de réaliser tous les crédits qu'ils avaient à réaliser. Le point peut-être vraiment compliqué, là je vais être un peu cash sur cet aspect-là, c'est que c'est difficile d'évaluer à distance, tout le monde le voit, tout le monde le constate. Comment faire un contrôle juste à distance? Bon, il y a beaucoup d'articles qui expliquent que tout le monde fraude. Donc nos enseignants se sont beaucoup attachés à essayer de faire des sujets qui permettaient d'éliminer les possibilités de triche. Donc voilà, on a eu une grande réactivité des enseignants et je pense qu'on a réussi quand même à maintenir des évaluations à distance. Mais et puis on a beaucoup accompagné les étudiants et les enseignants tout au long de cette période-là par des réunions très régulières, un suivi, des enquêtes, et puis du matériel pour les enseignants, des réunions pédagogiques. Voilà, alors du coup, cette expérience du confinement numéro 1, ça nous donne les principes pour cette rentrée qui était en hybride. D'abord, c'était de garder une vie de campus. Donc là, avant les annonces du gouvernement, on a gardé une vie de campus. Nos étudiants étaient dans leur chambre d'étudiants. Des enseignements qui étaient mixtes, le plus souvent comodales, c'est-à-dire en même temps des gens en présence et des gens à distance. Les étudiants nous avaient dit que c'était important qu'on ait ça, même à un rythme assez soutenu, des rotations pour que les gens soient sur le campus et actifs sur le campus. Et évidemment, dans le respect des gestes barrières, on a mis des jauges qui sont à 1/3 pour les amphis, 1/2 pour les salles. Voilà, on a fait très attention à tout ça et on a équipé nos salles avec tout un matériel hybride qui permet une immersion, je dirais, dans la présence distante. Ça demande quand même un apprentissage, tout ça, pour les enseignants. Donc tout ça était en cours et malheureusement, ça s'est un peu arrêté à cause du confinement numéro 2. Donc je passe sur ce slide-là parce que je vois que je ne suis pas très en avance et voilà, c'était pour détailler tout ça. Donc voilà les salles. Et puis peut-être une des choses qu'on fait là vraiment pour tout maintenir, c'est que grâce au cadre proposé par le gouvernement, on maintient les évaluations en présentiel. Donc tant qu'on ne nous interdit pas de le faire, on garde nos évaluations sur table. Et les enseignants et les étudiants sont très favorables à ça. Et ça permet de garantir l'intégrité du diplôme. Voilà. Donc c'est ça notre confinement numéro 2, les évaluations présentielles, une organisation qui du coup concentre ces évaluations pour pas toujours faire revenir les gens puisqu'il faut souvent les étudiants sont repartis, et un protocole renforcé pour passer les épreuves. Donc nos objectifs là-dedans, c'est de rester très adaptable hein, parce que les annonces du gouvernement évoluent, donc il faut qu'on reste prêt. Donc on avait anticipé par exemple le passage au tout distanciel. Il faut rester adaptable, garder la solidité des apprentissages, donc essayer de bien suivre les étudiants, on a mis en place des quiz, et puis de garantir l'intégrité du diplôme grâce à des évaluations qui, si on le peut, resteront en présentiel. Voilà, Sylvain, tu m'arrêtes si je me trompe, il me reste très peu de temps, c'est ça? Non, bah vas-y, encore, Combien j'ai? encore oui, 1 minute, c'est bon, 1 ou 2 minutes. Bon, là, de toute façon, c'était pour parler des dernières nouvelles d'IP Paris. IP Paris, je rappelle à tout le monde, hein, les 5 écoles, Polytechnique, l'ENSTA, l'ENSAE, Télécom Sud Paris et nous, qui sont toutes sur le plateau de Palaiseau, bien que Télécom Sud Paris soit encore à Évry, ils ont des locaux dans le bâtiment ici à Palaiseau. Et on a ouvert cette année l'offre master et PhD Track, donc 19 mentions, qui est souvent mutualisée avec le cycle ingénieur.
et qui est vraiment une offre IP Paris. Donc, ce n'est pas une offre école, c'est une offre IP Paris. Il y a eu 680 inscrits cette année, donc on avait un objectif aux alentours de 700, donc on est plutôt dans les clous. À Télécom, on gère 8 parcours de cette offre-là, c'est-à-dire une centaine d'étudiants. On pilote la mention informatique, enfin, tout ça pour dire qu'on participe beaucoup. On a créé des nouveaux parcours, par exemple, sur qui mélangent communication numérique et intelligence artificielle. On a créé un nouveau parcours sur l'intelligence artificielle et la data dans la mention informatique. Voilà, on pilote un PhD Track. Donc PhD Track, c'est la formation phare à la recherche de l'IT Paris. Hein. C'est un PhD sur 5 ans qui commence en M1. On recrute nos PhD en M1, comme c'est fait de manière courante, je dirais, dans les pays anglo-saxons, de manière à avoir quelqu'un qui, au début de sa thèse, est déjà productif en recherche. Voilà, et évidemment, alors là, je parle que des aspects formation, mais évidemment, on est présent à IP Paris sur beaucoup d'autres aspects, mais on est membre par mon truchement du groupe de travail offre de formation qui réfléchit à cette offre et à son évolution. Je passe sur l'offre accréditée. Vers où on va? On veut rendre l'offre plus lisible, on veut plus de mutualisation au niveau de l'offre master. Et on veut évidemment plus de doctorants, c'est-à-dire qu'on voudrait que les gens sensibles à la recherche, notamment dans notre vivier d'ingénieurs, puissent suivre ce parcours-là. Voilà, donc en conclusion, notre ingénieur solide technique, en technique et du point de vue humain, notre réactivité par rapport à la situation sanitaire, une dynamique à IP Paris qui reste très forte, on a encore beaucoup de choses à faire, une dynamique interne entre la FI, la formation initiale et la formation continue, c'est-à-dire quelque chose qui voit plutôt le côté formation tout au long de la vie, qui voit tout comme de la formation diplômante. Et puis une dynamique école-entreprise, hein, donc avec la reprise de l'apprentissage, les chaires et les labos communs, l'incubateur. Voilà.